Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien maintenant autour du 9e art à Taïwan. Aujourd'hui, il va être question de divertissement avec Timothée Guédon des éditions Kana, avec Bonjour. Camille Mercier des éditions Nazca et Frédéric Fourreau des éditions Pataillot. Bonjour. Chacun s'apprête enfin, l'un a publié une bande dessinée de Taïwan, deux autres s'apprêtent à la publier. Pour Camille Mercier, il s'agit de Ichthyophobia de Li Longxie. Pour Frédéric Fourreau, des assassins de Chen Wen. Et pour Timothée Guédon, il a publié 2 volumes de Retour aux sources de Zhou Xuan. Je vais laisser le soin à chacun de présenter sa maison d'édition. Timothée, pour Kana. Alors Kana, c'est un nom très connu dans le milieu du manga, notamment pour la publication de séries extrêmement populaires comme Naruto ou comme Détective Conan, qui est actuellement la série la plus ancienne encore publiée aujourd'hui. Mais je crois que Kana ne s'intéresse pas qu'à la bande dessinée japonaise. Non, effectivement. Alors, Kana a été fondé en 1996, donc voilà, on arrive sur nos 25 ans. Alors, si aujourd'hui notre catalogue est principalement composé de mangas, donc de bandes dessinées japonaises, on a quand même d'autres titres qui viennent d'autres pays asiatiques, parce que l'idée de Yves et Christelle qui ont fondé les éditions Kana, c'était évidemment proposer du manga, mais aussi d'ouvrir à la bande dessinée asiatique au sens large. Et d'ailleurs, les premiers essais de Kana, le premier titre, Armageddon, était un titre coréen de Yoon Se Lee. Donc c'est comme ça que voilà, les choses ont démarré. Le succès du manga étant là, ça a permis d'aller d'explorer d'autres territoires, d'autres formes de bande dessinée. Et c'est comme ça que des titres alors de Corée, de Chine et donc de Taïwan sont arrivés dans notre catalogue. Camille, Nous, les on est, éditions Nazca sont tout comme les éditions Pataillot, sont des maisons d'édition toutes récentes. c'est ça, ça fait que 2018 et on s'est mis plutôt pour l'instant des manhwas chinois, mais c'est vrai que ça nous intéresse aussi le côté coréen, japonais, taïwanais. Tant que c'est intéressant et original, nous, ça nous va. Frédéric Fourreau, les éditions Pataillot, encore plus récentes que Nazca. Oui, je suis le petit jeune parmi nous trois, enfin, je veux dire en termes de maison d'édition. Moi, j'ai commencé en 2019, les premiers livres sont sortis début de cette année, donc c'est tout neuf. J'ai 7 titres qui s'appuient sur un format qu'on connaît tous, qui est le Lianois, que moi Je ne sais pas si on le connaît tous, on le en connaît tout tous cas, entre voilà. nous. Entre nous, voilà, donc des petits livres qui sont toujours sur le même format, en noir sur blanc, avec une case et un texte récitatif. Ce sont tous, mes 7 livres, sont tous des productions originales. Donc j'ai des auteurs, et je fais le grand écart en fait entre ma ville d'adoption, Nantes, avec des auteurs nantais, mais aussi avec des auteurs parisiens, et pour la première année, une auteure qui vient de Pékin, qui nous a fait un livre que j'édite en français et en chinois, et un auteur de Hong Kong qui a fait un livre en musique avec un compositeur d'Amsterdam, avec une volonté d'ouvrir à l'étranger le plus possible, avec des auteurs indonésiens, soudanais, japonaises aussi. Voilà. J'ai une autre collection dans laquelle vient s'inscrire Chen Wen, des Assassins, qui est une collection plus orientée sur de l'achat de droits et de mettre à disposition des lecteurs français des auteurs étrangers non encore publiés en France. Bien, merci. Donc on a dans cet ensemble un livre, enfin un titre qui a déjà été publié en français. Il s'agit de Retour aux sources de Zhou Xuan par Kana, et nous avons un petit documentaire sur cette autrice de Taïwan. On le regarde tout de suite.
首先当然是因为我是大溪人的关系，然后再来是因为我的漫画主要是有一个很重要的就是中心想表达的就是要回家这件事情。一方面去大溪对我来说就是回家，然后在大溪每年会有一个就是6月24号这一天，关公生日这一天，然后大溪人会把它称为第2个过年，就是外地的人要在这一天回家的日子，所以特别选在这一天，然后准备庙会的这段时间里面，就是我想利用神这个主题，然后来说人跟人之间的故事。虽然用的是庙会的神明这个具体的形象，但是其实我要描写的是一种无形的力量，就是牵引着每个人回到家乡，在人跟人之间无形的那种羁绊。书里面虽然经常我提到说是神明的指引，但是其实我想表达的是人跟人之间的那种无形的力量。因为我自己觉得我在说故事的时候，步调是比较慢，然后是累积，然后最后慢慢酝酿情绪的类型，不是属于那种大起大落，然后非常的震撼的那种感觉。因为我自己还蛮喜欢看电影的，所以我觉得电影的感觉应该会蛮适合的吧。因为我的故事的时间拉的并不长，大概就是1周间发生的事情，所以以电影的长度，我觉得还蛮刚好的。很像是一个回家乡的故事，是要告诉各位读者，自己心中的那个家乡，它会永远一直在那个地方，所以也希望如果有机会借由改编，可以让大家看了这个故事之后，能回想起自己心里的那个家乡，然后再回头好好的看看自己心里的那个地方。Merci pour ce joli film qui nous est arrivé directement de Taïwan. Chers visio-spectateurs, visio-spectatrices, vous êtes les bienvenus à poser vos questions via le chat, une option qui s'affiche sur votre écran. On va parler plus précisément de chacune des œuvres, puisque on vient de parler de Retour aux sources, Timothée et après les autres éditeurs présents. Comment est-ce que tu as connu ce titre et qu'est-ce qui t'a poussé à le publier en français? On est tombé sur ce titre en festival, parce que s'il y a beaucoup de choses qu'on repère via Internet ou en recevant des magazines de prépublication, les festivals, les foires du livre sont l'occasion pour nous de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et est-ce que c'était Angoulême, est-ce que c'était Francfort? Je pense que c'était Francfort. On en avait profité pour faire un tour sur le pavillon de Taïwan. Et il y avait ce titre, Retour aux sources, qui était présenté, donc qui a été édité par Gaea Books à Taïwan. Et donc tout de suite, les visuels couleurs nous ont happés. Et on a cherché à en savoir plus, donc on a commencé à poser des questions, savoir si les droits étaient libres, ce que racontait l'histoire. Et on s'est dit, mais voilà, c'est peut-être le titre pour commencer à publier de la bande dessinée taïwanaise dans notre catalogue. On avait une très belle histoire et dans des codes graphiques assez proches de ce qu'on peut publier par ailleurs. Donc voilà, on va essayer de ne pas effrayer nos lecteurs dans un premier temps pour un premier essai avec de la bande dessinée taïwanaise. Et la thématique nous semblait assez pertinente, où on découvrait à la fois des aspects de la culture traditionnelle taïwanaise avec ses cérémonies religieuses et
et une thématique plus universelle d'un étudiant qui est en anthropologie à la capitale et qui, pour un devoir d'été, décide de retourner dans son village natal. Et évidemment, ce retour réveille tout un tas de choses en lui par rapport effectivement à cette ville, à ses amis, à sa famille, et comment il va gérer tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a eu un coup de cœur pour ce titre et qu'on a décidé de le publier. Frédéric, je vais... Hop, pardon. Donc, Tien Wen des Assassins, alors tu publies des livres pour l'instant en tout petit format, mais des Assassins, là, on sera dans un format beaucoup plus traditionnel, Oui, et beaucoup même, plus traditionnel. et même plus grand que le format manga ou roman graphique. Oui, c'est un format qui fait environ 30 cm par 23. C'est mon premier livre édité en couleur aussi. Donc voilà, c'est une première étape assez intéressante. En fait, moi, j'ai rencontré Tien Wen en fait via la calligraphie. Paradoxalement, c'est-à-dire que moi, la calligraphie, c'est quelque chose auquel j'ai une forte appétence depuis un certain nombre d'années. Avec une appétence plus particulière par rapport à la calligraphie arabe, mais la calligraphie chinoise par rapport à cette notion de mouvement, c'est-à-dire l'énergie qui se dégage dans le mouvement calligraphié et qu'on peut répercuter sur le papier, c'est quelque chose qui me parle. Moi, j'ai une personne une artiste qui s'appelle Fabienne Verdier, qui fait des calligraphies magnifiques, qui travaille sur des énormes pinceaux, etc. Donc, on était dans quelque chose qui m'amenait là. Je crois que Tien Wen, à Angoulême 2019, alors que c'était la première fois que je mettais les pieds dans un festival de BD, j'ai dû tomber sur le centre de Taïwan qui présentait son travail. Et lors de mes prospectives, en fait, pour mes petits patayos, l'autre collection, j'ai rencontré une artiste qui habite Nantes, une artiste taïwanaise qui est calligraphe et qui, elle, calligraphie des artistes, des danseurs en mouvement. Et je lui ai parlé un petit peu de ce monsieur-là, Tien Wen. Elle m'a dit qu'elle connaissait. Donc, en tant que taïwanaise, elle connaissait ce monsieur-là, elle connaissait son travail. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher. J'ai fait des bonnes rencontres qui m'ont permis en Angoulême cette année, de pouvoir rencontrer l'éditeur taïwanais, Dala Publishing, et de se dire, voilà, on fait le projet ensemble. Et on y va, on est parti, et le livre va sortir en janvier l'année prochaine en librairie. Voilà, c'est plus par la question de la texture, comment dire, graphique du livre, plutôt que par la bande dessinée elle-même que je suis arrivé à Tien Wen. Et après, ce que j'ai découvert dans ce cadre de ce travail d'éditeur, c'est de découvrir en fait toute la matière aussi historique qui a permis à cette histoire d'assassin d'exister. Donc en fait, il y a une rencontre entre la calligraphie, l'approche artistique des encres, la question de la bande dessinée, la question d'histoire et cette notion de télescopage de différents transversales, un petit peu de différentes techniques, m'attire. Et j'espère attirera les lecteurs. À voir en janvier. En janvier également, Camille, donc Nazca Édition va sortir Ichthyophobia, qui va être le premier, on en a déjà discuté ici mardi avec Didier Passamonique. Ce sera la première publication pour l'Inungché en France, mais on l'attendait plutôt sur le terrain de Coxinga Z, qui est son tout dernier roman graphique. Et de votre côté, chez Nazca, vous avez plutôt opté pour Ichthyophobia. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, nous, on a découvert l'Inungché au premier festival d'Angoulême où on a été, donc 2018. Et c'est grâce au stand de Taïwan, pour le coup. Ils nous ont présenté Coxinga Z et on l'a lu, on l'a regardé et sans savoir lire hein, le chinois, on a tout de même réussi à comprendre grâce au dessin et à la narration. Le style est vraiment fluide et plutôt très intéressant. Et par contre, on est vraiment tombé amoureux d'Ichthyophobia pour le côté assez original, vraiment pas de paroles, mais toute l'action, tous les détails sont sublimés à travers le dessin. Donc c'est génial et surtout on a eu l'opportunité de pas découvrir seulement l'œuvre, enfin les œuvres dans ce cas-là, mais l'auteur puisqu'il était sur place et en fait c'est ça qui a joué aussi pas mal. On a pu à la fois découvrir l'œuvre, mais tout ce qui est autour de l'œuvre, c'est-à-dire l'auteur, pourquoi il a fait ça,
pourquoi finalement on apprécie toutes ces œuvres, c'est aussi parce qu'on connaît l'auteur, on sait que il y a tout un travail autour, il y a toute une histoire, et c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois découvrir l'œuvre, mais l'auteur et tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que oui. Et alors, parce que là, dans le panorama qu'on peut voir, Li Lung, il se représente quasiment au centre, enfin au centre gauche, avec ce panneau interdit aux poissons. Il a l'air aussi fou que dans ses bandes dessinées. Non, il est bon, comme tout auteur, en général, il est plutôt calme dans le sens inverse. Mais je pense que dans sa tête, effectivement, ça doit être assez intense. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il a vraiment, apparemment, enfin, on en a parlé, mais il a peur des poissons. En tout cas, ça le dérange les yeux des poissons. Donc, c'est tout autour de ça. Et c'était par rapport à une histoire d'amour. Et ça tombait pile à un moment important pour lui. Donc, c'est vrai que c'est assez original et c'est vrai que c'est très drôle. Et nous, justement, on est dans l'autre sens que Patayo. Nous, ce sera notre première BD en noir et blanc. Donc, nous aussi, ça va être un peu une découverte. On va se demander, tiens. Timothée et les autres, bien sûr, on parle souvent, et tu l'as déjà évoqué, d'une proximité entre la bande dessinée taïwanaise et les mangas et la bande dessinée japonaise. Est-ce que c'est une évidence pour vous trois, et est-ce que c'est une confusion gênante? Et il y a des liens, évidemment, entre la bande dessinée taïwanaise, la bande dessinée japonaise, la bande dessinée chinoise. Il y a une proximité géographique qui fait que les productions circulent entre ces trois pays et forcément nourrissent les auteurs. Et d'autant plus à Taïwan où, par exemple, Kadokawa, qui est un éditeur japonais, est lui-même sur place directement et édite des auteurs taïwanais, et dans une production très proche de ce qui peut se faire déjà au Japon, en termes de manga, de shonen, de séries un peu longues. Mais après, voilà, il y a ces artistes taïwanais avec leurs envies de raconter des choses, la façon dont ils vont raconter, et donc ils vont avoir leur particularité au niveau graphique et aussi le type d'histoire qu'ils vont raconter, qui seront propres à Taïwan. Et c'est ça qui nous intéressait, nous, dans Retour aux sources. C'était pas de proposer une histoire que pourraient faire par ailleurs les Japonais, mais de bien avoir un propos différent, même si au niveau graphique, là, nous, on est effectivement assez proche de ce qu'on peut rencontrer en manga par ailleurs. Frédéric, avec Chen Wen, la qui proximité, pour le coup a été un auteur qui a compté aussi dans l'histoire du manga, puisqu'il a été publié par Morning au Japon. oui, et ce que j'allais dire, c'est que la proximité est de fait parce qu'il a réussi à avoir un prix d'excellence par l'association des mangaka, je crois, en 91. Et je crois que c'était le premier auteur non japonais à recevoir ce prix. Donc on sent bien que Chen Wen avait cette appétence pour le manga japonais, mais en même temps, par rapport aux œuvres qui suivent, et dont des assassins, et d'ailleurs les images là le montrent, il y a une interrogation, comment s'émanciper et sortir un petit peu de cette influence japonaise et se réinterroger, lui, en tant que Taïwanais. Et pour ça, en tant qu'il a retrouvé ses pinceaux, il a retrouvé ses encres, il s'est réappuyé en fait sur comment dire, des techniques traditionnelles chinoises de représentation du dessin pour retravailler un petit peu sa façon de faire de la bande dessinée. Je trouve qu'il a trouvé peut-être, alors ce qui existe déjà dans le manga, mais je trouve que la question du mouvement est vraiment très très présente dans sa bande dessinée. On est dans quelque chose qui bouge énormément, une composition dans les cases qui fait qu'on a une sorte de virtuosité, le regard bouge énormément et accompagne aussi le discours et les histoires qui sont racontées. Donc voilà, il y a une sorte
On parle d'un livre qui s'appelle Retour aux sources. Là, c'est une sorte de retour aux sources de Chen Wen vis-à-vis de son interrogation en tant que Taïwanais et comment faire de la bande dessinée taïwanaise en s'appuyant aussi sur un socle culturel chinois très très fort, le wuxia. Camille? Pour le coup, c'est une question qui est vachement compliquée. Oui, je pense que Sinon, je l'aurais pas Taïwan, posé. ouais, mais je pense que effectivement, il y a un lien entre le manga chinois et le manga japonais. L'emplacement de Taïwan est là culturellement, forcément, il y a eu des échanges, mais je pense que il y a un côté multiculturel qu'il faut prendre en compte, mais à la fois aussi comics et BD franco-belge. J'avais vu une interview de Linunche, justement, c'était par rapport à Koxinga, et il avait fait une remarque, enfin, une des choses qui l'avait inspiré, entre autres, c'était Frank Miller 300 pour Koxinga. Et donc, quelque part, on est loin finalement d'un manga quand on parle de Frank Miller. Oui. Mais au final, son dessin est très proche du manga japonais sur certains points, mais il a préféré faire un graphic novel. C'est pour ça que ça se lit de gauche à droite, alors même que les Taïwanais disent de droite à gauche. Donc, je pense qu'il y a autant en fait de mangas taïwanais qu'il y a d'artistes taïwanais. Et c'est ça qui donne une certaine richesse. Après, je suis d'accord avec Timothée dans le sens où il y a aussi des sujets qui sont intéressants, qui sont vus d'une autre façon, parce que culturellement, il y a une culture taïwanaise qui est très intéressante. Et c'est ça l'originalité. C'est pas spécifiquement, je pense, le format, même s'il en fait partie, mais c'est plus les sujets. La bande dessinée taïwanaise, j'ai l'impression que vous êtes tous partants après ce premier essai pour continuer. Qui veut commencer? Oui, c'est évidemment. Après, c'est toujours plus qu'une histoire de bande dessinée taïwanaise. C'est voilà, est-ce qu'on a un coup de cœur pour un livre, pour un auteur? Est-ce qu'il va avoir une histoire qui va nous séduire et qui va faire ah bah ouais, ça, je veux ça dans mon catalogue, je veux le partager aux autres. Après, effectivement, ils peuvent proposer des choses qu'on n'aura pas non plus vues par ailleurs, du fait de l'origine, le fait que ce soit à Taïwan qui est ce mélange des cultures, que si on rencontre des influences artistiques diverses et variées. Mais bon, ça, c'est un peu la même chose dans tous les pays. Mais continuer, oui. Et si possible, encore une fois, avec les auteurs directement. C'est ça qui est aussi intéressant. Alors, il y a la barrière de la langue qui est toujours un obstacle et qui complique un peu les choses, mais de travailler avec eux pour qu'ils nous proposent des récits qui peut-être... Et c'est ton ambition avec The Ocean, je crois. Oui, j'ai eu la chance de la rencontrer à Angoulême, ça devait être en 2019, donc un an après la publication de l'album. Elle est invitée avec la délégation taïwanaise à venir au Festival d'Angoulême, donc on a l'occasion de se voir. Et c'est là où, alors déjà, on parlait des influences, où je découvre en discutant avec elle que les auteurs qui l'ont marqué, qu'on avait publié chez Kana, c'était Taiyu Matsumoto, qui est pas dans le manga mainstream au Japon, mais qui est plutôt dans le côté avant-garde et sans doute plus proche des romans graphiques, même s'il a fait des séries. Et de l'autre côté, influence hongkongaise avec une autrice, Little Thunder, où là, on est plus dans où là, c'est un travail en couleur déjà. Donc, il y a un peu le grand écart entre Taiyu Matsumoto, qui d'une série à l'autre va changer de style graphique, mais tout en restant toujours dans le noir et blanc, il change de technique, et une Little Thunder qui, elle, est dans la couleur. Et ça, c'est voilà, deux influences qu'elle a. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Quelle histoire on va trouver pour continuer de travailler avec elle? Donc c'est aussi réfléchir à
soit elle, si elle a une histoire à nous proposer, ou éventuellement nous venir avec des propositions de scénaristes qui par rapport à son dessin, auraient envie de travailler avec elle et de lui proposer des histoires. Frédéric, après Des Assassins, il y a un boulevard. Ouais, On précise que Chen Wen est décédé, malheureusement, en 2017. Mais il y a une œuvre foisonnante. Oui, il y a une œuvre foisonnante. Il y a un petit peu d'écho. Alors c'est vrai que vis-à-vis des Assassins, là, ça a été de l'achat de droit. Il y a une énorme confiance qui m'a été donnée par Dala Publishing, donc l'éditeur taïwanais, et Rex Ho qui est un peu en sorte le dépositaire de Chen Wen. Par contre, ce qui a été intéressant aussi dans le travail qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu avoir une sorte de travail éditorial, que ce soit dans le retravail de certaines cases. On a ouvert les cases, on a ouvert un petit peu graphiquement, on a redonné de la profondeur dans la qualité du livre. C'est pour ça qu'on a un livre qui est plus grand que le format initial, pour redonner un peu cette respiration à ce dessin. Il y a eu aussi un travail, il y a Marie Loreillard, qui est une historienne, qui vient compléter ce regard-là, parce qu'en fait, il y a eu une interrogation toute bête qui a été la mienne. Moi, j'utilise la BD pour m'ouvrir sur le monde, c'est un des médias que j'utilise, et en m'ouvrant sur le monde, je m'aperçois que je ne connaissais pas forcément, d'une part, Taïwan, et je ne connaissais pas aussi le monde culturel chinois. La question du fuxia, c'est quelque chose qui m'était complètement étranger. Et ce que j'espère, c'est qu'aussi vis-à-vis des Assassins, c'est que cette connaissance d'un auteur taïwanais, mais aussi d'une culture plus générale, plus que millénaire, chinoise, qui s'appuie aussi sur des témoins historiques, va pouvoir commencer à charmer le lectorat français. Et c'est vrai que par rapport à ça, et vis-à-vis de Chen Wen, il y a un rêve que j'aimerais bien. Il y a un Beastword qui est en deux exemplaires, qui pourrait être assez intéressant d'éditer en France. Il manque le 3e livre qui n'a pas pu être fait par Chen Wen parce qu'il est décédé avant. C'est vrai que j'ai un moment, j'avais eu en l'idée peut-être de faire une rencontre entre un auteur français et puis cette histoire scénarisée par un Taïwanais pour compléter cette histoire. Et aussi, donc ça c'est par rapport à ce grand format. Et aussi, j'ai des contacts actuellement avec quelques auteurs taïwanais pour des œuvres originales dans le petit format Patayo de Liane Noir auquel on a travaillé. Là, il y a un auteur qui m'a fortement intéressé quand je l'ai rencontré à Angoulême cette année. Après, on passe du doigt. Camille, on suppose que Kotsinga, c'est l'étape suivante. Oui, sans doute. Oui, faut comprendre que pour Ichthyophobia, donc on nous a vu en 2018, et malheureusement les droits étaient disponibles qu'en juin 2020. Donc nous, on a notre premier exemplaire, par exemple, de Ichthyophobia dédicacé en janvier 2018. Donc on a attendu tout de même pour arriver à signer le contrat et pouvoir le publier juin 2020. Donc nous, on a vraiment été intéressés, on va dire fin 2018, début 2019. Donc ça fait 1 an et demi qu'on a attendu. Donc oui, quelque part, quand on attend 1 an et demi, c'est qu'on a envie de continuer. Koxinger, on aime bien, et même on a vu d'autres œuvres de Lin Yue-Shay ou même d'autres auteurs qui nous intéressent parce que il y a plein de raisons. À la fois le côté original là par exemple pour Ichthyophobia, c'est à la fois le format et l'histoire, mais même sinon c'est pas forcément l'histoire qui va être originale. C'est ce qui est intéressant, je veux dire dans l'art de Taïwan, mais dans l'art en général, c'est le côté où quelle que soit la culture, quel que soit le pays, c'est le côté universel de l'histoire qui va parler à tout le monde. Mais en fait, c'est le format ou la façon de l'amener qui va donner une particularité. Et Taïwan, je trouve, retranscrit bien ça. On est 3 en train de sortir des œuvres taïwanaises, mais aucune va se ressembler. Mais par contre, toutes, quelque part, on peut les faire ressembler à des choses qu'on connaît déjà ou qui nous parlent. Donc, je sais pas, je trouve que c'est le côté un peu intéressant et qui fait que, oui, c'est sûr que chacun aura un point de vue différent sur Taïwan, mais dans les faits, on est tous un peu intéressés par certains trucs. Alors, on a une question d'un visio-spectateur, Jean-Pierre Raymond, qui nous demande « Êtes-vous intéressé par un regard taïwanais sur la France ?» Kana étant une entreprise belge, peut-être pas.
Non, mais c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue sur nous-mêmes depuis l'extérieur. Après, voilà, qu'est-ce que ce regard de Taïwan sur la France va nous dire, va nous raconter? C'est ça qu'il faudrait creuser. Bien, je suppose que la réponse est à peu près la même pour Camille et Frédéric. C'est ça, l'idée, c'est le regard de Taïwan sur la France est intéressant, même si ça nous parlera à nous, parce qu'on verra de l'extérieur, mais ça nous parlera aussi parce que ça sera le regard de Taïwan sur la France. Ça ne sera pas que un regard extérieur, ce sera un regard intérieur de quelqu'un. Enfin, on pourra aussi voir le point de vue de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, oui, je peux dire que la même chose. Après, on rentre dans des jeux de miroir qui sont très intéressants. On peut d'ailleurs, justement, l'image la faire défiler à l'infini. Il y a un des auteurs de Hong Kong qui a fait ça. Alors lui, c'est pas sur un regard de la France, mais sur un regard d'une ville fantasmée européenne. Et c'est très intéressant de voir ce qui ressort de ce regard d'une autre partie du monde qui se lève avant nous et qui se couche avant nous. Bien, merci à vous trois. Des petites informations. Alors pendant qu'on préparait ces webinaires, nous avons eu l'information il y a 2 jours, on n'était pas du tout au courant, enfin en tout cas de mon côté, que les éditions Château, spécialisées aussi dans la bande dessinée asiatique de divertissement, publient actuellement 2 séries de Taïwan, Don't Call Me Magical Girl et Dragon Metropolis. Distribué en France dans toutes les bonnes librairies par Macassar Diffusion, qui est aussi le diffuseur de Nazca et de Patayo. Et puis, autre information que j'ai eue hier soir, là on traverse l'Atlantique et on va à New York, où devait se tenir ce week-end le Comic-Con, le festival new-yorkais de bande dessinée, qui ne s'est pas tenu du fait des mesures sanitaires, mais les prix, les Harvey Awards, qui sont décernés chaque année, ont quand même été décernés avant-hier. Et c'est un auteur, Jin Luen Yang, qui est un auteur américain, mais d'origine taïwanaise et hongkongaise, qui a remporté 2 de ces prix sur 6 prix uniquement attribués, donc c'est quand même une certaine distinction. Donc il y a Dragon Hoops, qui est une œuvre autobiographique et dont il est l'auteur à 100%, qui a eu le prix du livre de l'année, tout simplement. Et le prix du meilleur livre jeunesse a été attribué à Superman Smashes the Clan, qui en français s'appelle, il me semble, Superman éclate le clan, dont il est, donc c'est une œuvre de fiction, bien sûr, autour de Superman, dont il est le scénariste. Voilà, une petite information qui me semblait intéressante, enfin forte à propos, dans notre cycle sur la bande dessinée taïwanaise. Cadeau du jour, eh bien, si vous avez envie de lire Retour aux sources, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse 9ar.taiwan@gmail.com. Le deuxième email que nous recevrons, la personne qui nous enverra ce deuxième email gagnera les 2 volumes de Retour aux sources, très généreusement offerts par les éditions Kana. Merci à eux. On se retrouve demain, même heure, à 11h, autour d'une histoire taïwano-française entre des auteurs et des autrices françaises et taïwanaises, avec Li Chin Lin, autrice de Formose et Fuda Fudak, et Emmanuel Guibert, qu'on ne présente plus, Grand Prix de la Ville d'Angoulême 2020, exposé actuellement à l'Académie des Beaux-Arts, scénariste de la série Ariol pour les jeunes. Donc nous serons très honorés de pouvoir le recevoir et de parler avec lui et avec Li Chin de Taïwan. Eh bien, merci à toutes et tous. Merci au Centre culturel taïwanais, à l'ambassade, à Margoline et à Monsieur Wang pour leur assistance technique. Et je vous dis à demain.